va commencer. De toute manière, ça fait au moins depuis 20 universités, depuis au moins 20 ou 25 universités de la gauche du parti, quels que soient les noms des courants qu'on ait fait, Isabelle et moi, on n'a jamais vu une table ronde commencer avec tout le monde dans la salle. Bon, donc je vous propose qu'on commence cette deuxième table ronde de l'après-midi, dont le titre, je vous le rappelle, intitulé, c'est « En Europe et en France pour une politique économique de gauche juste et efficace », qui, comme vous l'aurez bien compris, signifie qu'actuellement, la politique qui est menée en Europe et en France n'est ni juste ni efficace. Est-ce qu'elle est de gauche? On va en débattre aussi. Alors, pour introduire ce débat, nous avons 4 intervenants de qualité que je vais présenter très brièvement. Ils vont bien évidemment, pendant 10 minutes, exposer un point de vue. Et après, on aura un débat avec vous et on fera la conclusion avant d'entamer la 3e table ronde avec nos camarades députés frondeurs qui vont arriver. Alors, tout d'abord, je vais la présenter très rapidement et vous la connaissez. Notre camarade Isabelle Thomas, députée européenne socialiste, qui est aujourd'hui, oui, de Un Monde d'Avance, vous pouvez l'applaudir, qui est aujourd'hui vice-présidente du groupe socialiste au Parlement européen, félicitations Isabelle, membre de la commission pêche et aussi de la commission du budget et en charge d'un rapport sur le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire en gros le budget européen, et elle en débattra avec vous. À côté, je n'ai pas besoin de la présenter non plus, notre camarade présidente du MJS, Laura Slimani, membre du bureau national du Parti socialiste. Une invitée, que je remercie d'être venue jusqu'à nous, Hélène Le Thénault, qui est ingénieure et surtout co-auteur d'un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Misez vraiment sur la transition écologique » et qui nous dira en quoi c'est un enjeu central dans la construction européenne. Et enfin, camarade non plus que je n'ai pas besoin de présenter, Michael Zemmour, qui est enseignant-chercheur en économie à l'université de Lille 1, c'est ça Michael, et qui reviendra peut-être un peu plus sur l'enjeu aujourd'hui de mener une politique d'investissement pour éviter que l'Europe sombre dans la récession et dans la déflation. Voilà, alors avant de passer la parole à Isabelle, pourquoi bien évidemment avons-nous voulu absolument faire une table ronde sur la politique économique européenne dans le prolongement de ce que nous avons dit ce matin à l'Assemblée générale, c'est que c'est vraiment la question centrale qui nous est posée, de par la crise dans laquelle nous nous trouvons, qui est une crise particulière, même si au continent européen, puisqu'on voit que les États-Unis, notamment, sont en train de sont sortis des effets de la crise de 2008, qu'en Asie, même si la croissance s'est un peu tassée, elle reste très soutenue, et que par contre, le continent dans lequel on n'arrive pas à sortir de la crise de 2008, peut-être et sûrement en raison des politiques qui sont menées à la fois dans chacun des pays membres et aussi au niveau de l'Union européenne, qui fait que nous sommes aujourd'hui le continent au bord de la récession et de la déflation, l'Europe justifie peut-être qu'on mette cette question-là au centre de nos préoccupations. Je voudrais juste, pour terminer mon propos introductif, et ça me permettra de faire la transition avant de passer la parole à Isabelle, le sentiment qu'on a, vu de France, mais tu nous le diras aussi, c'est peut-être qu'en ce moment, nous sommes en train de cumuler l'ensemble des inconvénients sans aucun des avantages que peut procurer l'organisation d'une union comme l'Union européenne. Je veux dire par là que nous avons tous les inconvénients d'un régime fédéral, c'est-à-dire une pression sur les pays membres pour équilibrer leur budget, comme ça existe dans les États fédérés, par exemple des États-Unis, mais sans les avantages que peut procurer un régime fédéral, c'est-à-dire un budget fédéral très important d'environ 15% du PIB aux États-Unis, qui représente à peine 1% au niveau de l'Europe, et encore pour conserver ces 1%, il a fallu batailler ferme, et une banque centrale qui n'a pas les pleins pouvoirs, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Troisième élément aussi, le fait que justement on ne peut pas mobiliser ensemble ces instruments que sont les instruments d'une banque centrale et d'un budget de l'Union pour organiser une politique expansive tant au niveau monétaire qu'au niveau des investissements. Et enfin, le fait qu'il n'y ait pas justement cette dynamique au niveau de l'Europe, cette coordination des politiques économiques fait que finalement les forces de travail dans chacun des pays sont en concurrence entre eux avec une pression pour jouer un dumping à la baisse. Et dernier élément, bien évidemment, un grand trou noir démocratique, parce que même si des pas ont été accomplis, le fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de l'exercice de la souveraineté en Europe, et notamment un déséquilibre des pouvoirs très important entre d'un côté l'Europe du Conseil, c'est-à-dire la réunion des chefs de gouvernement, d'un autre côté la Commission, qui sont des pouvoirs forts,
structurant, et un Parlement européen qui cherche sa voie, même si, et ce sera la fin de mon propos introductif, le seul acquis qu'on peut quand même acter de ces dernières années, c'est que pour la première fois, même si ça s'est peu vu lors des dernières élections européennes, l'ensemble des partis européens ont présenté, l'ensemble des partis politiques ont présenté des programmes européens et des candidats à la présidence, et que pour la première fois, on a repolitisé un petit peu peut-être la bataille des élections européennes. Voilà, en introduction, je laisse la parole à notre camarade Isabelle Thomas. Je vous remercie. Oui, bonsoir d'abord. Commencer par une évidence, mais dont il est nécessaire de se rappeler. L'Europe conduit des politiques d'austérité au service d'un projet néolibéral depuis maintenant plus de 20 ans. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on réduit de manière drastique et systématique et récurrente depuis plus de 20 ans les marges de manœuvre de la puissance publique. Et donc, par voie de conséquence, on réduit la redistribution, aussi bien sur les salaires, la redistribution sur les droits sociaux, retraites, etc., famille, et on réduit évidemment les services publics. Toute cette arsenal, je ne la fais pas en entier, mais tout cet arsenal a évidemment comme objectif à la fois d'augmenter les marges de manœuvre, pas les marges de manœuvre, pardon, mais les marges du capital, et à la fois d'augmenter la part du marché par rapport à la part du service public et des entreprises publiques. Ce projet néolibéral a été construit dans les années 80, et ça fait le lien avec le débat qui vient d'avoir lieu, avec une offensive idéologique, il faut le dire, totalitaire, qui se résume en une phrase prononcée par Margaret Thatcher, « There is no alternative », que vous connaissez bien. Il y a donc d'abord eu un débat idéologique, et ensuite il y a eu tout un arsenal, toute une série de mécanismes organisés par les dirigeants, alors je m'arrête 2 secondes, mais organisés par les dirigeants nationaux et non pas européens. Il faut faire attention parce qu'on dit l'Europe, mais en réalité, tous ces mécanismes néolibéraux ont été en fait concoctés par les chefs d'État et de gouvernement au sein de ce qu'on appelle le Conseil, et parce qu'en fait, j'y reviendrai, ils ne pouvaient pas le faire passer au niveau national. Et on en revient à la question démocratique. Ils savaient qu'au niveau national, ils se feraient retoquer. Ils étaient donc obligés de passer par une espèce de chambre subterfuge qui s'appelle le Conseil et qui pouvait leur permettre de dire quand ils rentraient dans leur pays « Ah mais c'est pas nous, c'est l'Europe ». Et ces mécanismes, ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, je vais citer les plus connus. D'abord, la règle de 3% de déficit budgétaire. Ensuite, les plans d'austérité imposés par la Troïka pour diminuer les salaires, pour diminuer le nombre de fonctionnaires, pour diminuer les services publics, pour diminuer les retraites, j'en passe et des meilleurs. Autre outil, l'accélération du libre-échange, c'est-à-dire de l'ouverture sans droit de douane des frontières européennes pour permettre une plus grande pression sur les travailleurs européens. La mise en place du mécanisme du semestre européen, alors c'est un nom barbare, mais c'est ce qui se passe en ce moment, à savoir, peut-être que Michael y reviendra, mais à savoir de quoi s'agit-il? Il y a des règles qui sont fixées par ce même Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et puis qui confie ensuite à la Commission le droit de regarder chaque budget pour vérifier que ces budgets sont bien dans la discipline d'austérité budgétaire imposée par ce Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, ça commence, je ne sais pas quand exactement, on va dire que ça commence en janvier. Les gouvernements travaillent sur un projet de budget, le remettent à la Commission européenne, qui examine l'affaire en disant « Ah, bah ça va, ça, vos prévisions sur la croissance sont pas bonnes, là, vos dépenses sur les retraites sont un peu trop importantes, etc. etc. et vous avez trop de fonctionnaires dans ci, de ça, etc. » Et ensuite, ces corrections proposées par la Commission reviennent au niveau des États, et il y a une espèce de va-et-vient comme ça, jusqu'à ce que la copie
du dit gouvernement, et ça revient sur la question démocratique, eh bien, soit validée par la Commission. Et quand elle ne l'est pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'annonce de la Commission Barroso hier de dire le budget de la France ne sera pas validé au nom des critères d'austérité. Alors ça s'appelle le semestre européen. Autre mécanisme, il y a pour la première fois, c'est important, Pascal vient d'en parler, la question du budget de l'Union. C'est-à-dire qu'après s'être attaqué à la puissance publique au niveau national, eh bien pour la première fois, le budget de l'Union qui a été voté en 2014 est un budget en récession, et je reviendrai sur la crise budgétaire, pour la première fois en récession de 3,5% depuis l'existence même de l'Union européenne. Mais en fait, comme je le disais, qui a décidé tout ça? C'est bien le Conseil de l'Union, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement qui ont fixé ces règles. Et chefs d'État et de gouvernement, dont je précise, beaucoup sont issus de la social-démocratie européenne et qui n'ont jamais mené le combat contre ces politiques d'austérité à aucun moment de manière réelle face aux libéraux. Alors, malgré tout et malgré cette situation, nous vivons en ce moment, et c'est une perspective qu'il faut avoir en tête, la gestation d'une alternative. Je dis bien gestation d'une alternative, on en est un peu plus qu'à la gestation, il commence à y avoir quelques embryons. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a eu la crise de 2008 et que la crise de 2008 a dénudé ces politiques néolibérales. En d'autres termes, elle a démontré leur inefficacité sur le plan de l'emploi, sur le plan de la crise monétaire, etc. Donc il y a eu un choc que finalement, le fameux « There is no alternative » de Margaret Thatcher, repris par tous les néolibéraux, eh bien, ne fonctionnait pas non plus. Ça, c'est la première cause. La seconde, c'est que les peuples résistent. Et oui, malgré toutes les contraintes, malgré tous les verrous, malgré toutes y compris les subterfuges conduits, eh bien, les peuples résistent. Et les peuples ont résisté parfois dans la rue, comme en Grèce, en Espagne, au Portugal, avec la mise en place des règles de la Troïka. Mais les peuples résistent toujours dans les urnes. Et quand le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol de Zapatero, quand le Parti travailliste de Tony Blair, quand le SPD de Schröder se sont pris les vestes électorales qu'ils se sont prises, eh bien, il y a eu de la part au sein, comme nous finalement, de la social-démocratie de tous ces pays-là, des interrogations posées. Et je ne parle même pas du PASOK, là ça n'existe quasiment plus, je crois qu'il reste 2 députés PASOK au groupe des socialistes et démocrates européens. Et donc partout, et même au SPD, qui est quand même le parti où le centralisme démocratique est le plus puissant, c'est-à-dire là où le débat est le plus verrouillé, eh bien aujourd'hui, il y a un débat ouvert sur les politiques menées. Conséquence donc de ces chocs électoraux, recherche évidemment d'une alternative économique, sociale et écologique, pour les raisons que j'ai évoquées, et pour une autre sans doute, qui a émergé en 2014, le résultat aux élections européennes, qui pèse énormément sur les députés socialistes et démocrates du Parlement européen, qui ont vu arriver quand même des partis nationalistes, xénophobes en masse, partout. La France est certes l'un des pays où le processus est le plus avancé, mais quand on regarde par exemple les élections en Suède il y a un mois, l'équivalent du Front National est passé de 6% il y a quelques années à 12%, c'est-à-dire qu'il a doublé son score. Et ceci est vrai dans à peu près tous les pays européens. Et donc, ça a produit une forme de réveil des consciences et quelques embryons de l'alternative. D'abord, c'est très important, la bataille contre la règle des 3%. Alors bien sûr, on n'en est pas à tout remettre en cause. Sûrement, Michael y reviendra sur le fait qu'il faut freiner les déficits publics. On n'en est pas là. Mais je dirais qu'il y a un pied dans la porte qui a été mis avec le fameux terme importé, entre guillemets, par les Italiens, et notamment Renzi, sur le thème de la flexibilité. C'est-à-dire, on dit en gros, bon, certes, il y a la règle de 3%, certes, on ne fait pas n'importe quoi avec les déficits publics, mais quand même,
il y a des trucs qu'on peut revoir en fonction de la situation économique, en fonction, par exemple, soustraire la participation des États membres au budget de l'Union du déficit public, ce qui paraît une bonne chose. Alors certains disent, y compris, ça c'est plutôt les Français, soustraire également les dépenses militaires, par exemple. Bon. Donc la règle, le sacro-saint 3% est en train d'être battu en brèche, et même aujourd'hui, tout à fait raisonnablement, le groupe socialiste et démocrate dit tout ce qui est investissement en matière d'infrastructure devrait être déduite du déficit, du calcul du déficit des États membres. Donc c'est une avancée, et là, il n'y a pas débat. C'est-à-dire, au sein des socialistes, il n'y a pas débat comme en France, je veux dire. Au sein des socialistes et démocrates, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Deuxièmement, et d'ailleurs, je précise, le Parlement européen, y compris avec une partie de la droite, a voté 2 fois la déduction de la participation, 2 fois en 2013 et en 2014, la participation, enfin la soustraction de la participation au budget de l'Union du calcul du déficit. La deuxième chose, la bataille pour la croissance et l'emploi, qui là aussi a fait l'objet d'un texte unanime du groupe socialiste et démocrate au Parlement, qui est une forme de New Deal axé sur l'investissement public et qui d'ailleurs a donné lieu, parce qu'il faut savoir que depuis j'ai oublié, le 25, pourtant j'aurais pas dû oublier, le 25 mai 2014, le parti de droite, le PPE, même allié avec les Tories britanniques, ne dispose pas de la majorité au Parlement européen. Et donc, du coup, Juncker, pour séduire une partie de la social-démocratie, a dû lâcher sur ce fameux New Deal avec un plan d'investissement de 300 milliards d'euros en 3 ans. Et donc, même là, il y a eu, là aussi, alors évidemment, attendez, 300 milliards d'euros, on verra si c'est de l'argent frais, on verra si c'est pas seulement la part de l'effet de levier et la part d'investissement, mais en tout cas, ça a été une victoire de la social-démocratie de dire il faut un New Deal, et pas n'importe quel New Deal pour la croissance et l'emploi, parce que tout le monde ne met pas la même chose derrière la croissance, et tout le monde ne met pas la même chose derrière l'emploi. Donc je voudrais arrêter une seconde là-dessus. D'abord, pour les socialistes et démocrates européens, et sur le thème de la croissance, il y a unanimité pour dire qu'il faut certes de la croissance pour créer de l'emploi, mais que cette croissance doit servir à rompre avec le productivisme, à être une véritable mutation écologique, d'abord une mutation énergétique, pour plein de raisons, qui sont à la fois liées au climat, mais qui sont également liées à la souveraineté. Décidément, on revient au même terme de... il faut que j'arrête, c'est ça? Encore 2 minutes. 2 minutes. Qui sont liées à la souveraineté énergétique de l'Union européenne, et donc à sa démocratie, parce que là aussi, si on est dépendant, par exemple en matière alimentaire, ou si on est dépendant en matière énergétique, il va de soi que la souveraineté populaire, que la souveraineté démocratique est elle aussi mise en danger, et on l'a vu avec la question de l'Ukraine par exemple. Donc là-dessus, sur le terme, je pense que Hélène, je crois que c'est Hélène, parlera, développera, parce que là j'ai plus le temps. Sur l'emploi, même chose, il y a danger évidemment. Il faut faire très attention au risque que cette bataille de l'emploi ne dérive pas vers tout justifier en matière sociale, et notamment vers les mini-jobs à 400 € de ce qui a été mis en place en Allemagne sous Schröder. Bref, autre instrument, et j'en arrêterai là, autre instrument défendu par les socialistes et démocrates européens, la question fiscale, et notamment évidemment la taxation sur les transactions financières, qui a été quand même votée 2 fois, elle aussi, au Parlement européen, et celui qui l'a réduite à une portion congrue, enfin ceux qui l'ont réduit à une portion congrue, parce qu'au Parlement européen, et même repris par la Commission, il comprenait les fameux produits dérivés, et elle rapportait 36 milliards d'euros. Elle a été amputée lorsqu'il y a eu débat au sein du Conseil des chefs d'État et du gouvernement, notamment par la France, puisqu'elle a demandé à ce que soient retirés les produits dérivés. Comme quoi, vous voyez que le Parti socialiste français n'est pas forcément le plus à gauche. Bon, rapidement également, la lutte contre le dumping fiscal, également la lutte contre les paradis fiscaux, qui sont les axes forts de ce projet. Et puis, dernière chose, je terminerai là, le renforcement du budget de l'Union.
qui est aujourd'hui, il faut bien l'avoir en tête, la nouvelle cible des néolibéraux. C'est-à-dire que non seulement ils ont réduit le cadre financier pluriannuel, comme jamais ils ne l'ont fait lors du vote de 2014, mais en plus, au sein de ce cadre financier pluriannuel, les budgets annuels sont eux aussi réduits. C'est-à-dire que le budget 2015, tel que proposé non pas par la Commission européenne, mais par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, est en réduction par rapport à un cadre financier pluriannuel lui-même en réduction. Et pire encore, les États ne payent pas ce qu'ils doivent, et donc on assiste à une crise des paiements, mais éventuellement j'y reviendrai. Bref, tout n'est pas, tout n'est pas désespérant. Il y a des points d'appui. Il y a en Europe, comme partout, des batailles politiques à mener, chacun à son niveau. Et bien évidemment, nous le faisons avec Guillaume et nous comptons également sur ces questions-là européennes, sur votre implication et sur votre soutien, voire sur vos remarques quand on ne fait pas bien le travail. Merci beaucoup. Merci Isabelle pour avoir posé un peu les enjeux et les cadres. Alors tu as abondamment parlé de l'enjeu de la transition écologique, de la politique européenne d'énergie, du modèle de croissance qui ne pourra pas forcément avoir la même intensité productiviste qu'il a eu au moment des 30 Glorieuses. Ça fait une excellente transition avec Hélène, à qui je passe la parole. Et je vous invite à lire son ouvrage, si vous en avez l'occasion, qui s'appelle « Misez vraiment sur la transition écologique », qui est paru aux éditions de l'Atelier, avec une préface de Nicolas Hulot, où vous aurez en beaucoup plus développé l'essentiel de ce que veut nous dire Hélène dans son propos introductif d'une dizaine de minutes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de faire vraiment effectivement court et compact. Donc, pourquoi transition écologique et pas forcément uniquement transition énergétique, avant de parler de comment on la finance et ce que c'est. Donc, la transition énergétique, je pense que là, c'est à peu près clair. C'est sortir du pétrole, déjà, parce qu'on est aujourd'hui très dépendant des hydrocarbures importés. C'est mauvais pour notre balance commerciale. On est très largement déficitaire sur le poste énergie. Ça n'est plus viable. Et ça l'est d'autant moins que du pétrole, pour tout le monde, n'est pas cher. Il y en a de moins en moins et vraisemblablement il n'y en aura plus. Donc il est urgent de sortir du pétrole pour des raisons géostratégiques et pour des raisons économiques. Et il est deuxièmement urgent de sortir du pétrole pour des raisons environnementales, c'est-à-dire d'émettre moins de gaz à effet de serre et continuer de bousiller le climat. Voilà. Donc ça fait deux bonnes raisons de sortir du pétrole, de faire la transition énergétique et aussi donc changer notre mix énergétique et investir dans l'efficacité énergétique dans beaucoup de domaines. Mais ça n'est pas tout. Si on se limite à ça, on poursuit sur la même voie, on continue à utiliser les mêmes modes de production que ce qu'on utilisait. On a besoin d'aller vers une machine économique sobre en ressources naturelles, à tout point de vue. Donc, c'est comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de PIB, on dit le PIB où la production est fonction de la quantité de capital et de travail qu'on injecte dedans. C'est faux. On oublie un troisième paramètre, on oublie les ressources naturelles. Aujourd'hui, voilà, la doctrine économique dominante oublie complètement ce facteur de production. On dit, voilà, je vais dans un pays avec du travail à bas coût, je vais faire travailler des gens, je n'ai pas besoin de capital, réciproquement, je mets des machines, ça va remplacer les gens et ça, je fais de la production. C'est faux. Si on n'a aucune énergie à prix raisonnable ou aucune ressource naturelle pour faire tourner les machines, il ne se passera rien du tout. Il y a un troisième facteur productif que les économistes aujourd'hui conventionnels ne prennent pas en compte. Heureusement, il y en a qui commencent à se rendre compte qu'il y a un biais majeur dans la façon dont on définit notre fonctionnement de l'économie. Donc, un modèle économique sobre en ressources naturelles, que ce soit le pétrole ou d'autres ressources naturelles. Pourquoi ? Parce que la nature ne fait pas payer ses ressources naturelles aujourd'hui. On les a gratuitement ou quasi gratuitement. Or, à un moment donné, on va devoir payer le fait qu'il n'y en a plus et les dégâts qu'on a causés. Et ce moment, on est déjà dedans. Donc la crise écologique et économique, on est dedans. On ne peut plus continuer. La question, ce n'est pas de sortir de la crise, c'est d'arrêter de continuer à s'enfoncer dedans. Le meilleur exemple, c'est les sables mouvants. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans les sables mouvants, c'est pas comment j'en sors, c'est comment j'arrête de m'enfoncer déjà. Donc on arrêtera de s'enfoncer quand on aura compris que fondamentalement, la pensée économique sur laquelle on est assis marche de travers. On pense que la Terre est plate alors qu'elle est ronde. Voilà, donc je le dis, la Terre est ronde, il y a un facteur productif important, c'est les ressources naturelles. Donc la transition énergétique, elle est urgente. Le projet de loi de transition énergétique qui a été examiné ces derniers jours, c'est bien, c'est un bon début.
mais c'est faible, disons-le. Voilà, et la question centrale, c'est comment on paye tout ça. Donc c'était bien le propos de mon intervention, c'est le financement de la transition énergétique et écologique, dans une époque où l'argent ne coule pas du robinet abondamment, autant le dire tout de suite. Donc quel argent? L'argent des ménages, l'argent de l'État, l'argent de l'Union européenne, qui va avoir envie de payer pour tout ça, sachant qu'aujourd'hui, sont des investissements qui paraissent peu rentables au premier abord. Donc il va falloir un peu de volonté, et même une volonté très forte pour que ça se fasse. Il va falloir une volonté pour deux raisons. C'est que la main invisible du marché, et je pense qu'ici dans la salle, vous avez une confiance moyenne dans la main invisible du marché, mais je redis quand même, voilà, elle fait une allocation des sous, pas forcément aux bons endroits par rapport aux enjeux que je viens de mentionner, puisque la façon dont on mesure notre santé économique est défaillante. Donc ça ne marche pas. Donc il faut quand même mettre un peu la main au bon endroit, c'est-à-dire flécher les investissements massivement vers la transition énergétique et écologique. Le sujet, ce n'est pas forcément d'investir plus que ce qu'on investit dans l'économie, c'est de l'investir ailleurs et différemment. Surtout, donc voilà. Donc comme on a peu de sous, comment on investit différemment et dans quoi? Quels sont les outils pour faire ça? Alors, pour ceux d'entre vous qui seraient bricoleurs, quand on veut enfoncer un clou, il faut le bon marteau. Quand on veut tourner une vis, il faut le tournevis qu'il faut. Donc il faut autant de marteaux que de nécessaire pour les différentes actions de la transition énergétique. Elle n'a rien à voir de rénover un immeuble ou de changer une centrale nucléaire. Voilà, c'est quand même pas le même type d'investissement, ce pas les mêmes acteurs, donc il faut des outils différents pour chacun de ce type de projet-là. Parmi ces outils et ces sources de financement, je vais surtout parler des différentes échelles. On comprend bien que certains sujets de financement de la transition énergétique sont du ressort de moi, individu, ménage, d'autres vont être du ressort de la commune, d'autres de la région, d'autres de l'État, d'autres de l'Union européenne et d'autres à l'international. Alors, à l'international, il n'y a pas plus d'argent frais ayant envie d'aller spontanément vers la transition énergétique ou écologique. Je donne un exemple. L'année prochaine, il y a la COP21, la Conference of Parties, donc les négociations climatiques qui vont avoir lieu en France. Personne n'a envie de mettre 100 milliards dans le fonds vert qui devrait aider à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation dans les pays du Sud. Ces 100 milliards, où est-ce qu'on va les trouver? Bon, nous, on a une proposition qui est de dire utilisons les politiques monétaires non conventionnelles du FMI, utilisons les outils existants pour les flécher, les router différemment, utilisons les DTS qui sont les droits de tirage spéciaux qui ont été utilisés par le FMI pendant la crise précédente pour affecter une partie des ressources dans un fonds de ce type-là et trouver ces fameux 100 milliards que personne ne veut sortir ou ne peut sortir. Deuxièmement, à l'échelle européenne, donc on vient de parler des 300 milliards de Juncker, voilà. Donc un New Deal en Europe, formidable. Alors évidemment, nous on se dit il faudrait un Green New Deal. Comment on fait un Green New Deal? Comment on colle ces 300 milliards d'euros sur des choses vertes? Bon, 100 milliards d'euros par an, c'est énorme et à la fois rien du tout quand même. Donc, donc ce rien du tout, comment on fait ce rien du tout et sur quoi? On peut quand même penser à un certain nombre de choses pour faire ça. On pense qu'il faut une traçabilité des investissements et un fléchage massif. Et on pense surtout que tout ce qui est de l'ordre de l'argent public doit être utilisé en faisant appel à l'effet de levier d'une part, en utilisant les garanties qui peuvent être portées d'autre part pour rendre plus rentable un certain nombre de dispositifs, donc mettre en place tous les fonds de garantie ou les garanties d'État ou les garanties d'emprunt qui sont nécessaires, ce qui peut se faire techniquement. Et dernier point, utiliser la banque, j'entendais, donc la banque européenne n'a pas la même marge de manœuvre que d'autres voilà, sur les questions monétaires. Bon, on a quand même une BEI, une banque européenne d'investissement, dont le patron a décidé de faire des opérations de refinancement à long terme, donc en jargon des TLTRO voilà, récemment. Rien ne dit que ces opérations de refinancement à long terme qui sont ciblées aujourd'hui ne pourraient pas être ciblées sur des investissements verts. Donc nous, on pense, et c'est une proposition également qu'on porte, que ces opérations de refinancement qui permettent d'avoir de l'argent moins cher doivent être fléchées essentiellement vers des projets de la transition énergétique. Enfin, à l'échelle française, on se dit on n'a plus de sous. Comment on fait? Alors les caisses sont vides ici ou là. Bon, financer la transition énergétique, je reviens à mon jeu d'acteurs. On a une multitude d'acteurs. On a l'État bien sûr, mais on a aussi les régions. On a les financements européens qui transitent via les régions. Donc l'affectation du FEDER, du FEADER, etc. sur des sujets liés à la transition énergétique nous paraît centrale. Et sur le round qui vient de s'ouvrir sur le FEDER et le FEADER, ça n'a pas forcément été le cas dans toutes les régions. Et à l'échelle communale, on peut aussi faire un certain nombre de choses. Et enfin, il y a un trou dans les dispositifs français. On a d'un côté le projet de loi de transition énergétique, de l'autre, on va avoir le projet de loi de finances 2015 avec du crédit d'impôt, etc. Où est-ce qu'on traite un certain nombre de questions de type de la finance participative et citoyenne? Ça n'est ni dans le PLTE, ni dans un projet de loi de finances. Donc on a quand même des moyens d'aller trouver de l'argent et d'en flécher. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne des ménages, c'est quoi? L'épargne, elle va sur des livrets A, et pour ceux qui ont beaucoup d'argent ou plus d'argent dans l'assurance vie, et troisièmement, dans des actions. Bon.
sachant que les assurances-vie elles-mêmes, c'est de la dette souveraine et des actions. Donc cet argent-là, aujourd'hui, n'est pas fléché vers la transition. Voilà. Et personne ne s'y intéresse. Qui s'est demandé en se levant le matin où va l'argent qu'il met dans son livret A ou son assurance-vie? Personne. C'est absolument non transparent, c'est très intermédiaire. Il y a un moment donné où il faut que la conscience citoyenne se réveille. Donc c'est voilà, un appel à la vertu collective, c'est de réfléchir aussi à ce qu'on fait de son argent quand on en a. C'est quand même un bon début aussi. Voilà, de ne pas nécessairement attendre que ça vienne d'en haut, surtout si ça ne vient pas. Donc, globalement, les avantages qu'on voit à tout ça, investir dans la transition énergétique, c'est sortir du pétrole, c'est améliorer la balance commerciale, c'est transformer notre mix énergétique, c'est surtout préparer une Europe viable pour la jeune génération demain. Voilà. Et c'est la raison d'être de ce livre et puis de notre présence ici, c'est que je pense qu'il n'y a plus de choix, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative, pas dans le sens où il n'y a pas un seul modèle, mais il n'y a plus d'alternative, voilà. Donc il faut vraiment qu'on fasse ça maintenant, c'est un levier d'emploi, c'est un levier de sécurisation économique pour nous demain. Voilà, et donc on n'y est vraiment pas assez. Donc la transition énergétique, c'est un projet collectif qui devrait mobiliser. Pour ceux que ça intéresse en termes de chiffres, il y a un rapport intéressant qui s'appelle Cartographie de la transition. Des chiffres courent partout, mais on peut chiffrer en France de l'ordre de 200 à 300 000 emplois pérennes sur les territoires qu'on pourrait créer si on fait vraiment la transition énergétique. 300 000 emplois, normalement en termes politiques, ça ne devrait pas laisser indifférent. Voilà, enfin, en tout cas, je l'espère. C'est la création de 300 000 emplois à des horizons assez courts. Donc voilà, nous on pense que c'est le seul levier pour sortir du marais, c'est celui-là. Et que, donc, je reprends un monde d'avance. Un monde d'avance pour nous, c'est d'avoir compris que les économistes nous racontent strictement n'importe quoi, à part certains, voilà, qui se remettent en question, et que du coup, il faut vraiment creuser le fond du sujet et puis prendre les leviers existants pour les utiliser à bon escient. Voilà. Merci. Eh bien, Hélène, merci, parce que une grande leçon de sobriété, parce que tu n'as même pas épuisé tout le temps qui t'était imparti pour ce propos introductif. Alors, tu disais dans ton propos, Hélène, à un moment donné, que la ressource était rare, la ressource publique. Mais j'ai envie, en rebondissant, et c'est la question que je poserai à Mickaël, est-ce que la ressource est si rare que ça? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt mal répartie, quand on voit quand même que nous n'avons jamais créé autant de richesses dans le monde depuis des décennies, nous n'avons jamais créé autant dans l'Union européenne, le PIB a cru, alors la population aussi a cru de l'Union européenne. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas finalement, et c'est la question qui est posée depuis l'existence même de l'apparition de l'économie capitaliste, est-ce que finalement nous ne sommes pas aussi confrontés à un problème gigantesque de mauvaise répartition des richesses, d'ultra-concentration de la richesse dans un nombre de plus en plus restreint de personnes, et est-ce que ce n'est pas un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qui nous met temporairement dans l'impossibilité de pouvoir faire un certain nombre de choix parce que ceux qui détiennent ces richesses ne le souhaitent pas. Voilà. Je te passe la parole, Mickaël, pour 10 minutes. Merci. Merci. Pour répondre directement à ta question, j'ai envie de dire la mauvaise répartition des richesses, c'est sans doute une des causes principales de la crise qu'on connaît actuellement. Et probablement que si on est dans ce marasme aux États-Unis, en Espagne, en Europe, etc., ça vient de cette mauvaise répartition des richesses. C'est-à-dire cette mauvaise répartition des richesses a créé des déséquilibres économiques tels qu'on a trouvé des expédients, des bulles immobilières, des bulles financières, et qui nous mettent dans la situation qu'on connaît depuis 2008. Sur la situation actuelle, j'ai envie de dire, les ressources sont rares. Les ressources rares, c'est celles qu'on se donne. Si on ne dépense pas assez, les ressources sont rares. Et à mon avis, le cœur du problème économique dans lequel on est, c'est que la puissance publique, l'Europe évidemment, mais les États aussi, ne dépensent pas assez. Alors, je voudrais organiser mon intervention en 3 points. La première chose, c'est de comprendre le contexte économique et du débat économique dans lequel on est aujourd'hui. Nous, à gauche du parti, on a l'habitude d'être très en avance et minoritaire sur plein de sujets économiques. Pascal, tu citais ce matin le débat sur le libre-échange où on avait 10 ans d'avance et on a fini par être rejoint doucement et ce n'est pas encore le cas. Là, la situation est très différente. Si on regarde le contexte macroéconomique sur l'Union européenne et sur la France, le consensus des économistes, y compris assez libéraux, y compris la Banque centrale américaine, y compris Mario Draghi, qui n'est pas un gauchiste, le consensus est keynésien aujourd'hui. Il y a un marasme qu'on pourrait résumer avec le taux de chômage en Espagne à 25 ou 30%, en France autour de 10%, etc., etc. Et le marasme, il y a un consensus des économistes, au moins sur le court terme, sur ce qu'il faut faire dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, pour avoir une relance keynésienne. Et la position que tiennent
les dirigeants européens du Conseil européen et notre propre gouvernement, est ultra minoritaire parmi les économistes. Ils ont une position très idéologique et très décalée, et quand vous entendez Seth, Aguillon, Cohen, Attali, etc., c'est pas une secte, mais c'est vraiment une toute petite pensée de la... C'est une secte ? Ok. C'est une toute petite pensée de la partie économique, et donc pour une fois, même si on va avoir des désaccords sur la répartition, sur la suite, etc., notre position n'est pas gauchiste, elle est centrale, et il y a un vrai blocage intellectuel et politique des gouvernants, et notamment du nôtre. Ça, c'est le premier point, avoir conscience de ça. La deuxième chose, toujours sur le contexte, la mauvaise gestion de la crise est particulièrement européenne. Les autres zones, même la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon, ont été beaucoup plus réactifs. À la décharge, parce que j'ai cherché des points positifs, Hollande n'est pas le premier coupable. Les erreurs ont commencé dès 2010. Dès 2010, toute l'Europe a mis le pied sur le frein. Plutôt que d'accompagner une reprise qui était là, on a mis le pied sur le frein de la dépense publique et on a enfoncé toute l'Europe dans un retour de la récession et qui se transforme aujourd'hui en déflation. Cela dit, la politique macroéconomique menée par l'ensemble de l'Union européenne n'est pas bonne. Ensuite, je voudrais m'arrêter sur 2 points qu'on entend beaucoup dans le débat public pour essayer de les éclairer un peu, c'est le côté prof d'éco. Le premier point, c'est le débat offre ou demande. Et le deuxième point, c'est la question de la déflation. Alors, offre ou demande ? On fait souvent un contresens qui vient assez vite en disant l'offre, c'est l'investissement, la demande, c'est la consommation. C'est absolument pas le sujet. Aujourd'hui, le consensus des économistes, c'est que la crise dans laquelle on est une crise massive de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les entreprises privées ne voient pas à qui elles vont vendre. Et ça, c'est aussi bien de la consommation que de l'investissement. Un problème de demande, c'est quand les entreprises ne vont pas vendre aux consommateurs comme elles ne vont pas vendre aux autres entreprises des biens d'investissement. Et donc, il n'y a pas de débat entre ceux qui seraient pour la consommation ou ceux qui sont pour l'investissement. Si on regarde les chiffres, on peut même dire qu'aujourd'hui en France, la consommation a à peu près résisté, alors pas la consommation des ménages, si elle a résisté, c'est parce qu'on n'a pas complètement massacré la protection sociale des transferts. Ce qui est assez inquiétant pour la suite, parce que quand on dit on va faire des plans d'économie sur la sécu, etc., on taille le filet de sécurité qui a un peu maintenu la consommation en France. Mais quand on détaille les problèmes de demande, le principal problème que rencontrent la France et la zone euro, et l'Allemagne, et l'Espagne, et l'ensemble de la zone euro, c'est l'investissement. Et l'investissement qui est massivement déprimé. Ça, c'est un problème parce que des entreprises qui n'investissent pas, elles ne commandent pas à d'autres entreprises et tout le monde arrête de produire. Simplement, là où il y a une divergence entre le gouvernement qui se trompe et le consensus des économistes, c'est est-ce que les entreprises n'investissent pas pour des questions d'offres, c'est-à-dire parce que ce n'est pas assez rentable, parce que c'est plus rentable d'investir ailleurs, etc. Ou est-ce qu'elles n'investissent pas parce que l'économie est déprimée ? Et le pari du CICE, le pari de toute la politique économique, des réformes structurelles qui ont été menées dans toute l'Europe, c'était de baisser les coûts de production pour les entreprises pour que ça devienne, entre guillemets, plus rentable d'investir. Simplement, les entreprises, et il y a des sondages qui sont faits par l'INSEE tous les mois, si elles n'investissent pas, c'est d'abord parce que leur carnet de commandes est vide. Si vous, demain, vous avez une entreprise, quelle qu'elle soit, ici, un restaurant, etc., qu'est-ce qui fait que vous allez investir, vous agrandir ? Une anticipation sur l'avenir. Et objectivement, vous avez de très bonnes raisons d'avoir des anticipations négatives sur l'avenir. Quand on regarde le détail des investissements, l'investissement privé n'est pas terrible. L'investissement des ménages, la construction, est le plus dégradé. Et l'investissement public n'a pas du tout joué son rôle. Il est au même niveau aujourd'hui qu'en 2003. Pour aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la chose à faire pour relancer l'économie, et en particulier avoir en tête l'emploi, c'est un plan d'investissement massif. Probablement un plan d'investissement public. Pourquoi ? Parce que l'investissement public, c'est la seule garantie qui sera affichée vis-à-vis de tous les acteurs, et notamment vis-à-vis des entreprises, qu'il va y avoir une demande à satisfaire. Si l'État français, si l'Union européenne lance un plan d'investissement public massif, les fournisseurs, ils vont pouvoir recommencer à produire. Ça, c'est le premier avantage. Et puis le deuxième avantage, ça rebondit sur ce que tu disais précédemment, on parle beaucoup de compétitivité, d'innovation, etc., etc. Le véritable entrepreneur innovant, très souvent, c'est l'État. Quand vous lancez un plan d'investissement, on a connu ça dans l'aérospatiale, on connaît ça beaucoup pour l'armée, regardez ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Israël, etc., etc.
Si vous lancez un plan d'investissement massif avec un projet derrière, par exemple la haute qualité environnementale, par exemple des énergies sobres, etc., etc., derrière, vous êtes un levier d'innovation, vous pouvez dépenser 10 ou 15 milliards sur 10 ou 20 ans, 10 ou 15 ou 100, et derrière, il y a plein d'entreprises privées, petites, grosses, etc., qui se greffent à ça et qui, voyant un avenir de moyen ou long terme, vont pouvoir se lancer dans des processus d'investissement. Donc il y a deux bonnes raisons de lancer investissement public. Une raison macroéconomique de court terme, relancer l'activité économique. Et ensuite, quel investissement public? Financer des projets d'avenir. Et c'est Pourria qui est très attaché à ça. Il dit aujourd'hui, notre problème, c'est pas qu'on dépense trop, c'est qu'on dépense pas assez pour préparer notre avenir. En coupant tous les robinets, on ne prépare pas l'éducation, l'enseignement supérieur, et notamment, la transition écologique. Cécile Duflot disait ça assez récemment. Si on prenait tout l'argent qu'on fait en incitation fiscale pour la construction privée et qu'on la dépensait directement pour faire des logements sociaux de haute qualité environnementale, macroéconomiquement, ça serait malin, ça créerait des débouchés sur le secteur et ça s'inscrirait, à mon avis, dans ce que tu décrivais tout à l'heure, de mettre un pied dans la transition énergétique et derrière, on acquerrait des connaissances, des savoir-faire pour exporter, des brevets, etc., etc. Ça, c'était pour faire un sort au débat offre ou demande. La politique de l'offre adresse d'autres problèmes, mais de plus long terme, et à court terme ne marche pas pour relancer l'économie. Maintenant, je voudrais m'arrêter un instant sur la question de la déflation. Vous avez peut-être lu pendant l'été les titres des journaux et le gouvernement qui s'inquiétait que la déflation arrivait. Il serait temps de s'inquiéter, parce que vu le taux de chômage qui n'arrêtent pas de grimper depuis qu'ils sont au pouvoir et même avant, les raisons d'inquiétude ne sont pas très nouvelles. Qu'est-ce que c'est la déflation? J'ai envie de dire, la première chose, la déflation, c'est un stade avancé de la dépression. Ça allait déjà pas très bien, et quand on rentre en déflation, c'est parti pour s'aggraver et rentrer dans une spirale. Techniquement, la déflation, c'est la baisse des prix. Pourquoi est-ce que c'est un problème que les prix baissent? On pourrait dire on gagne en pouvoir d'achat. Principalement parce que ça rend votre dette plus lourde. Alors on pense bien sûr à la dette publique, mais aussi les dettes privées, les dettes des entreprises, les dettes des ménages. La dette que vous avez accumulée par le passé prend de la valeur et va être de plus en plus lourde à rembourser, va décourager les investissements futurs. Et vous pouvez avoir une spirale déflationniste qui va décourager l'activité parce que chacun va être obsédé par son désendettement. Ça, c'est la description de la situation. Mais de la même manière que le chômage, on nous a fait le constat d'un chômage en hausse ou d'une déflation comme si on nous parlait d'une catastrophe naturelle ou de la météo. J'ai envie de dire, malheureusement, ce n'est pas le cas. Si le chômage a augmenté massivement, c'est parce qu'on n'a pas joué à la politique de la relance. Si on est en déflation, c'est d'abord parce qu'on est en récession et qu'il n'y a pas de demande suffisante. Mais il y a un autre aspect qui joue. Toutes les politiques de la Troïka, menées par les États, la mise en concurrence des salariés entre eux, visaient qu'à une seule chose, ces politiques de l'offre, c'était à faire baisser les coûts de production. Comment? En baissant les salaires, les cotisations sociales, les charges, etc. Le CICE, son objectif principal, c'est la baisse des coûts de production. Quand l'INSEE interroge les entreprises une par une en disant « qu'est-ce que vous ferez du CICE ?», il y en a un tiers qui disent « on va baisser les prix ». Quand un gouvernement dit « on ne revalorise pas le SMIC, je gèle le point d'indice des fonctionnaires », ça c'est pour la France. Quand en Espagne, on coupe les retraites, les salaires de la fonction publique, etc. La déflation, on la construit, on ne la constate pas. Et donc si on est dans une spirale déflationniste, c'est aussi le résultat des politiques menées par les dirigeants nationaux et européens. Alors pour conclure, parce que j'ai un peu dépassé mon temps, j'ai envie de dire, il faut inverser le tableau de bord de la politique économique. Il faut arrêter de penser d'abord au déficit. Le déficit, c'est un contexte, un cadre, une contrainte qu'il faut gérer. La priorité, c'est 1, l'emploi. L'emploi, le chômage, etc. 2, le niveau de vie, la répartition des richesses. 3, mais ça ne veut pas dire que c'est moins important, 3 au même niveau, pourquoi faire substantiellement? Et dans le pourquoi faire, que produire? Quel est notre projet de société? Quelle éducation? Et dedans, je mets évidemment la transition énergétique. Et dans ce contexte-là, il faut se poser la question du financement. La banque d'investissement, ça peut être une réponse. Voilà un petit peu le... Oui, dernier mot quand même, inverser les problèmes, la manière dont ils sont posés. On nous pose le déficit en 1 et en 2 le matraquage fiscal. On se moque du monde. Premier problème, c'est le chômage et l'inactivité. Le deuxième problème, c'est évidemment un problème de niveau de vie. C'est que le taux de pauvreté a baissé en France,
Pourquoi? Parce qu'il est calculé par rapport au salaire médian, enfin au revenu médian. Le revenu médian a baissé, et donc le taux de pauvreté qui est calculé par rapport au revenu médian a reculé aussi. Donc les deux priorités, c'est l'emploi et le revenu, et on nous embête avec le matraquage fiscal. Oui, on paye plus d'impôts, c'est désagréable. Mais franchement, la baisse de pouvoir d'achat liée au matraquage fiscal, quel qu'il soit, n'a rien à voir avec la baisse de pouvoir d'achat des gens qui ont perdu leur boulot ou qui sont en fin de droit. Et franchement, entendre un gouvernement de gauche dire que le problème du pouvoir d'achat, c'est les impôts, alors que c'est 1, le chômage, et 2, le gel des salaires qu'il a lui-même décidé, c'est un véritable problème. La note d'optimisme, c'est qu'à court terme, les solutions à trouver ne sont pas très compliquées. Il y a un consensus assez large, y compris de la Banque Centrale Européenne. On devrait pouvoir faire des choses. Mais il faut sortir du blocage psychologique des dirigeants politiques européens. Merci Mickaël. Alors, je voudrais saluer l'arrivée parmi nous d'une de nos camarades députées, Nathalie Chaban, qui non seulement a battu François Bayrou lors des élections législatives en 2012, mais en plus de ça n'a pas voté 2 fois la confiance à Manuel Valls. Vous pouvez l'applaudir. Alors, justement, ça va faire le lien avec la dernière intervenante, Laura. Là, on a bien décrit tous les mécanismes de la crise en Europe. Il faut qu'on commence à avancer maintenant sur, même si Isabelle les a donné en introduction, sur des voies et les moyens pour en sortir. Et existe-t-il ou non un chemin de gauche en Europe? Notre conviction est que oui, mais je donne la parole Laura pour que tu puisses nous ouvrir des perspectives. Alors merci Pascal, merci au courant Un monde d'avance de donner la parole aux jeunes socialistes sur ce sujet, notamment parce que c'est un sujet qui nous anime très fortement, qui nous a animés très fortement ces dernières années. La première campagne que les jeunes socialistes ont lancée suite à l'élection de François Hollande, c'est une campagne qui s'appelle Rise Up pour une Europe de l'écologie, de l'emploi et de la démocratie. Pourquoi nous avons lancé cette campagne? Parce qu'on pressentait très fortement que la capacité de la France et de François Hollande à peser à l'échelle européenne pour changer la trajectoire économique que l'Union européenne avait, c'était notre capacité ou non à mener une politique qui réussirait en France à réduire le chômage, à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités et à transformer notre modèle de développement. Donc cette intuition, finalement, elle était la bonne. On n'a pas réussi à faire infléchir, ou en tout cas à donner assez de force à François Hollande pour faire infléchir la politique menée à l'échelle européenne, mais toujours est-il que ça reste un des problèmes principaux auxquels on est confronté aujourd'hui et qui doit être intégré finalement à la manière dont on perçoit l'économie en France aujourd'hui. La campagne que nous menons en ce moment, elle est aussi profondément européenne. J'en profite pour faire un petit clin d'œil aux députés européens qui sont présents ici. Elle porte sur le traité transatlantique, puisque nous demandons, les jeunes socialistes, mais beaucoup de personnes à gauche aujourd'hui, l'abandon des négociations sur le traité transatlantique. Pour en revenir à notre sujet, la question que nous, militants de gauche en 2017, on aura, bien sûr qu'il y a des débats politiques qui nous animent sur la gauche, ce qu'il est en train d'advenir d'elle, ce qu'il peut advenir d'elle demain, bien sûr ce qu'il adviendra en 2017 sur l'échiquier politique. Mais la question qui nous anime en tant que militants socialistes, c'est bien évidemment à quel point on aura réussi ou pas à faire baisser la pauvreté, à créer de l'emploi, à faire baisser les inégalités. Et cette question-là, on a l'impression qu'effectivement, elle est absente des débats politiques tels qu'ils nous sont présentés, ou en tout cas tels que le gouvernement peut les présenter. Parce qu'on voit bien que le but de la politique qui est menée, le but affiché, c'est la réduction de la dette et la réduction des déficits, qui sont, je le rappelle, des outils, des moyens, mais pas des fins en soi. Et il me semble que c'est important de rappeler ça d'abord. On est là pour mettre des outils politiques, des outils techniques au service de fins politiques qui, elles, sont décidées démocratiquement et qui l'ont été le 6 mai 2012, en France en tout cas. Alors donc, pour résoudre cette situation, il me semble qu'il faut d'abord remettre de la rationalité dans nos débats. Parce qu'on a l'impression, et je pense que vous avez cette impression-là assez souvent, que les dogmes aujourd'hui, les dogmes néolibéraux pèsent plus que les arguments rationnels dans le débat public. Et je prendrai un exemple, celui de la dette. Vous avez un économiste qui était très présent lors de la campagne présidentielle. Dans la campagne de François Hollande, il s'appelle Thomas Piketty, vous en avez bien sûr entendu parler, puisqu'il vient de sortir un livre, un ouvrage extrêmement intéressant. Et dans un des chapitres de cet ouvrage, il parle de la question de la dette et de comment aujourd'hui on peut résoudre
cette question, comment on peut faire baisser notre dette si on estime que c'est un problème essentiel. Je le pense parce que ça a un coût important, mais il y a plusieurs manières de réduire notre dette. Première manière, l'austérité, ce qu'on est en train de faire en Europe, ce qu'on est en train de faire en France, avec des politiques de baisse des dépenses publiques, en confondant parfois la dépense publique et la dette, et en ne concevant pas qu'on peut réduire notre dépense publique, mais avoir une dette qui augmente. Réduire notre dépense publique, mais avoir un déficit qui augmente, si on n'a pas de rentrée fiscale. Donc c'est d'abord une solution qui est fondée plus sur des dogmes que sur la rationalité. Deuxième solution, l'inflation, qui peut avoir des effets économiques positifs, mais aussi négatifs, mais qui surtout aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour, puisqu'on voit bien qu'on est plutôt dans une situation déflationnaire en Europe, de baisse des prix et pas d'augmentation des prix, qui pourrait faire mécaniquement baisser notre dette. Troisième solution, dont là personne ne parle, un prélèvement exceptionnel sur le capital. Pourquoi personne ne parle de cette solution à gauche en France? Pourquoi personne ne parle de cette solution qui serait la plus juste socialement, la plus efficace économiquement pour réduire la dette en France, mais également évidemment en Europe? Et en plus, on est en train de faire le contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour réduire notre dette, ou en tout cas pour réduire notre déficit, on est en train de vendre du patrimoine de l'État qui nous rapporte des dividendes. Donc on est en train d'appauvrir l'État, de vendre ce patrimoine aux plus riches, qui donc vont s'enrichir, et donc d'accentuer encore cette spirale des inégalités dont on parlait aujourd'hui. Et cette question de l'impôt, il faut absolument qu'elle soit au centre de nos débats politiques, parce que d'abord, elle est au centre de la démocratie, on le sait, la question de l'imposition, elle a toujours été au centre de la constitution des démocraties en Europe et dans le monde, mais aussi parce qu'aujourd'hui, au lieu de parler de matraquage fiscal, il faut parler de la grande réforme fiscale que nous avons promis en 2012 et que nous avons encore le temps de faire. Et il me semble que c'est l'un des éléments clés que nous avons à poser dans le débat français et européen, puisque la question, elle portait sur les deux éléments, et qu'il y a des éléments qu'on peut changer dans notre politique en France avant de regarder ce qu'on peut faire à l'échelle européenne. Alors, est-ce qu'il faut faire un plan de relance en France, dans un seul pays? C'est très compliqué, parce que d'abord, on a des contraintes réglementaires qui pèsent sur nous, qui nuisent en tout cas qui vont à l'encontre de la démocratie, mais pour l'instant, elles existent. Mais par contre, on aurait pu atteindre le même taux de déficit avec des politiques un peu différentes. On aurait pu être à 4,5% de déficit, non pas en donnant 40 milliards ou 20 milliards, en tout cas aujourd'hui, aux entreprises, non pas en gelant les minima sociaux, mais bien en dégelant le point d'indice des fonctionnaires, en créant plus d'emplois d'avenir, en augmentant le SMIC. Et donc, l'avantage qu'on aurait, c'est qu'on serait à 4,5% de déficit, mais qu'au moins, on n'aurait pas de situation déflationnaire et on aurait l'espoir de voir l'économie redémarrer en France. Donc, il est possible de mener des politiques différentes en ayant le même taux de déficit aujourd'hui en France, et il faut le dire. Alors ensuite, évidemment, le débat, il est profondément européen. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a compris et le martèle quand même beaucoup en ce moment. Mais la question, c'est comment on fait pour débloquer la situation en Europe? Parce qu'on peut se dire, l'Europe, elle a des torts, elle en a énormément, mais la question, c'est que fait le gouvernement français aujourd'hui pour, et que font les parlementaires français également, pour mettre fin à cette situation? Alors j'étais hier à Bruxelles pour un événement des jeunes socialistes européens, accueilli par le PSE, et donc on a donc le Parti socialiste européen, et donc on a eu l'occasion de rencontrer une de ses dirigeantes. Et on a toujours beaucoup de débats chez les jeunes socialistes européens, comme dans toutes les organisations européennes. Et donc, moi je pose une question, et je dis, mais est-ce que vous pensez que la stratégie du Parti socialiste européen, d'être en permanence dans le compromis avec la droite, est-ce qu'elle fonctionne? Parce que ça fait 10 ans qu'on la mène. Ça fait au moins 10 ans qu'on la mène. Est-ce qu'elle fonctionne? Très clairement, aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Et donc, c'était Einstein qui disait, la folie, c'est de faire la même chose, de répéter la même chose en espérant un résultat différent à la fin. Et bien aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en Europe. Et la question qui se pose aux députés européens et au gouvernement français, et là je vais citer Obi-Wan Kenobi, c'est qui est le plus fou? Est-ce que c'est le fou ou est-ce que c'est tous ceux qui suivent le fou? Et donc la question qui se pose aujourd'hui aux députés socialistes européens et au gouvernement français, c'est est-ce qu'on continue avec ça ou est-ce qu'on arrête et on change de stratégie? Alors changer de stratégie, ça implique des actes politiques aujourd'hui en Europe. Et aujourd'hui,
les socialistes vont participer à la Commission européenne de Jean-Claude Juncker. Les jeunes socialistes, ils sont prononcés dès le départ contre le fait de participer à une Commission européenne de droite, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les avantages potentiels qu'on peut espérer avoir de cette Commission européenne, en pouvant peut-être infléchir sur la ligne économique, ils sont mais infiniment moins importants que le coût politique dramatique que cela a aujourd'hui d'avoir l'UMP, ou en tout cas les partis du Parti populaire européen, et la gauche européenne dans la même commission. Parce que la question demain, c'est est-ce qu'on n'a pas 100 nationalistes au Parlement européen, mais 200 aux prochaines élections européennes, parce que Marine Le Pen, elle pourra dire demain, c'est plus l'UMPS le problème, c'est la commission Juncker-Moscovici. Voilà la situation dans laquelle on risque de se trouver demain. Et pour illustrer ça, il y a quelque chose de très simple. Aujourd'hui, on a envoyé donc un socialiste à la Commission européenne pour s'occuper des questions économiques. Et en fait, le positionnement de Pierre Moscovici, si vous regardez ses auditions aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'aligne sur les positions de la Commission européenne, tout simplement. Donc ça veut dire que ça va au moins nous permettre d'avoir une taxe sur les transactions financières qui s'applique aussi au trading à haute fréquence, ce qu'il bloquait quand il était ministre de l'économie en France, donc ça au moins c'est positif. Ça veut aussi dire qu'on va peut-être avoir une réforme bancaire ambitieuse, puisque c'était la France qui bloquait également cela quand il était ministre des Finances. Mais il s'aligne aussi sur la Commission européenne, sur la question économique et du déficit. Et donc, aujourd'hui, finalement, on va avoir un Français qui va demander aux pays européens de respecter des dogmes et des critères que nous souhaitons par ailleurs modifier. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas cohérent, et ce n'est pas ça le rapport de force en Europe. Donc la question qui se pose demain, et notamment pour nos parlementaires européens, les parlementaires européens qui sont présents ce week-end, c'est est-ce que, non pas on s'abstient sur la commission Juncker, mais c'est est-ce qu'on vote contre la commission de Jean-Claude Juncker. Parce qu'au moins, à l'échelle européenne, on est dans l'opposition, chers camarades. Et dans l'opposition, on vote contre la droite européenne qui aujourd'hui nous impose une politique d'austérité. Et c'est aussi en mettant ce rapport de force en place qu'ensuite François Hollande, s'il le décide, et j'espère qu'il le fera, pourra lui-même instaurer un rapport de force à l'échelle européenne pour exiger de respecter l'intérêt général des peuples européens, qui aujourd'hui va à l'encontre d'intérêts particuliers des États, et enfin avoir un plan de relance dans la transition énergétique, dans l'emploi des jeunes, dans les infrastructures pour relancer la machine économique en Europe. Parce qu'il y a une chose qu'on peut reconnaître à Margaret Thatcher, c'est certainement pas le fait d'avoir dit qu'il y avait une seule alternative, mais c'est d'avoir su instaurer un rapport de force en Europe pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle voulait son argent, nous on veut un plan de relance, et on doit être capable de faire la même chose, mais pour une politique de gauche. Et puis enfin, j'en termine par là. La gauche, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes en tant que socialistes et au sein de la gauche. Et bien évidemment, on ne peut pas se poser cette question-là sans se demander c'est quoi une politique de gauche dans un monde avec quasiment plus de croissance ou très peu de croissance. Et dans un monde où nos ressources naturelles, on voit bien qu'il y a une limite et qu'on est en train de se fracasser sur le réel finalement. La réponse, elle est simple et finalement, elle n'est pas si différente de ce qu'elle pouvait être auparavant. Mais aujourd'hui, il faut partager les richesses, il faut partager le travail, il faut partager les pouvoirs. Et c'est comme ça, et c'est ça une politique de gauche, et c'est ça l'ambition que doit être celle des socialistes français, de la gauche française, un projet autour duquel elle peut se rassembler. Et c'est aussi en militant pour cela à l'échelle européenne. Et je nous invite à transposer, à transporter notre militantisme à l'échelle européenne, parce qu'il se joue tellement de choses aujourd'hui pour la jeunesse à l'échelle européenne, qu'il est temps que notre militantisme soit aussi intensif en Europe qu'il ne l'est aujourd'hui en France pour faire avancer nos idées et enfin donner un espoir, effectivement, l'espoir d'une Europe de gauche. Pascal, pour revenir à ce que tu disais en introduction. Merci. Merci Laurent.